Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Camille Perrin, qui est une jeune femme de Gatineau qui vit avec la maladie de Crohn depuis quelques années. Camille, on la reçoit pour qu'elle nous parle de son histoire, mais qu'elle nous parle aussi de la manière dont elle voit la vie. Vous allez voir, elle n'a pas eu un parcours facile malgré le fait que ça fait seulement quelques années qu'elle vit avec la maladie. Mais au-delà de ça, je la reçois pour qu'elle nous parle vraiment de son expérience, mais aussi de comment elle voit la vie maintenant qu'elle va mieux. Camille, c'est une personne très pétillante, lumineuse. Elle est douce, vous allez voir. Je trouvais ça important de vous partager comment elle voit les choses parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup inspirée. J'en profite aussi pour vous dire qu'il est possible d'aller soutenir le balado via la plateforme buymeacoffee.com. C'est un peu à la manière de Patreon, une manière de soutenir les podcasts que vous aimez. Dans ce cas-ci, c'est pas un don mensuel, mais plus un petit don ponctuel que vous pouvez faire pour soutenir l'initiative. Ça nous ferait très plaisir. Ça nous permet de continuer à enregistrer en studio comme ça, puis à recevoir des invités de tous les horizons et de continuer à partager l'information sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est la plateforme Buy Me a Coffee, comme dans Achetez-moi un café.com, et vous pouvez chercher le balado Deuxième Porte à gauche. C'est tout pour la promo pour aujourd'hui. Je vous invite aussi à découvrir Camille en même temps que moi dans l'épisode qui suit. Camille, bonjour. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. Merci d'être déplacée. Je dis déplacée parce que t'es pas de Montréal, t'es venue de Gatineau aujourd'hui? Exactement, oui. Donc, 2h30 de route, mais ça me fait très plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Ah, tant mieux. Aujourd'hui, écoute, on fait un épisode de style témoignage. T'as une histoire que j'ai découverte sur Internet, puis que j'ai trouvée vraiment inspirante. Fait que je voulais qu'on puisse discuter avec toi. Peut-être pour commencer, j'aurais envie de te laisser nous conter ton parcours de Crohn, colite. Quelque part entre les deux. OK. Oui, ben en fait, je peux continuer là-dessus un petit peu. Donc, tu m'as connue par l'entremise d'un blog que j'ai publié. Donc, c'est un blog que j'ai fait dans le cadre scolaire pour un travail d'école. Puis, je l'ai partagé à mes amis proches. Puis, mes amis proches me disaient « Partage-le, tu sais, ça va faire du bien si au moins une personne peut le lire. Ça peut, tu sais, changer sa perspective ou l'aider dans son cheminement par rapport à la maladie. » Donc, je me suis dit « Ben, si ça peut juste aider une personne, pourquoi pas? » Je l'ai publié, mais en pensant pas que personne allait le lire. Donc, ça me fait plaisir de savoir que t'es tombée dessus. Mm-hmm. Tu sais, que ça a vraiment rejoint des gens autres que mes amis Facebook, là, disons. Donc, oui, ce que j'expliquais sur le blog, c'est ça. Donc, des fois, ça peut être un peu long d'expliquer notre parcours. Hein. C'est pas tout rose, ça prend du temps avant de trouver une certaine stabilité. Si je peux synthétiser un petit peu, quand j'avais 19 ans, je suis déménagée pour les études à Sherbrooke, donc dans un nouvel appartement à Sherbrooke. Durant cet été de déménagement, j'ai commencé à percevoir des petits symptômes, mais pas assez pour m'inquiéter puis vraiment aller à l'urgence pour investiguer tout ça. Mes symptômes, c'était beaucoup comme le mal de ventre. C'est ça. Je commençais à aller plus souvent aux toilettes aussi, mais tu sais, rien de... Tu te demandes tout le temps si c'est pas une gastro, mais tu sais, une gastro, on s'entend que ça dure pas 2 mois, là. Habituellement, non. Non, effectivement. Donc, c'est ça. Puis après, j'ai commencé à développer d'autres symptômes. Donc, le symptôme le plus inquiétant dans mon cas, c'était le sang dans mes selles. Donc, à ce moment-là, j'ai été consultée à la clinique médicale de l'Université de Sherbrooke. Puis, on m'a pris tout de suite au sérieux. On m'a dit, mais non, c'est pas normal du tout. On va t'envoyer faire des tests de selles, des calpro. Ouais. Puis, aussi des prises de sang. Est-ce que tu étais réticente à faire des calpro, comme en n'ayant jamais fait? C'était ouais, quoi ta réaction? Ma réaction, c'était OK, tu sais, je vais le faire. Mais rendu chez moi, c'était plus comment je vais m'y prendre. Mm-hmm. Tu sais, on parle pas de ça, là, on te dit pas comme c'est quoi la démarche à faire. C'est juste on le veut pour telle date. Okay. Tu sais, à l'hôpital, là, le test. Ouais. Mais il n'y a pas de petite démarche de
comment on s'y prend, puis Ah non, OK, tout moi, ça, j'avais là. eu cette explication-là la première fois, avec un petit chapeau, puis... Non, moi, j'ai pas eu ça, tu vois. J'ai pris... OK. j'ai dû prendre un bol que j'ai jeté après, genre. Ouais. OK. Ouais, Ah, mon Dieu, ouais. oui, ça a compliqué les choses, Oui, c'est sûr. effectivement. Puis, tu sais, après ça, c'était comme, on m'avait dit de le mettre dans le frigo, tu sais, dans un petit sac brun, là. Puis, tu sais, c'était comme... Tout le monde touchait pas au sac, là. Comme, c'est pas une boîte à lunch, T'étais-tu là, en coloc ou... Ouais, mais j'étais avec mon copain OK. à ce moment-là, puis j'étais comme... Tu sais, faut pas ouvrir le sac, là. Mais oui, puis en plus, la première fois, là, un petit fun fact, je l'ai comme pas mal fait, mais j'avais comme pas daté l'heure puis tout ça, fait qu'ils l'ont refusé à l'hôpital. Même chose. Ouais. Puis il a fallu recommencer. Oh oui. Puis c'est un peu On dégueu recommence. faire ces tests-là les premières fois, là. On recommence à zéro, puis tu sais, on s'entend que la consistance de tes selles, à ce moment-là, quand tu vas pas bien, à transférer dans les peaux, là, c'est pas... Non. c'est pas la chose la plus amusante à faire, là. Ah non, c'est sûr. clair. Non. Ouais, donc avec ça, dans le fond, la Calpro, mais surtout avec la prise de sang, ils ont pu me dire qu'il y avait vraiment une inflammation anormale dans mon sang. Puis même, tu vois, c'était une infirmière clinicienne là, à la clinique, puis elle m'a comme annoncé que ça tendait vers une colite, mais elle pouvait pas poser de diagnostic parce que, tu sais, c'est pas une professionnelle à ce niveau-là, mais de ce qu'elle avait vu auparavant. Donc moi, j'entends colite ulcéreuse. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Donc ma première réaction, j'appelle ma mère, je lui dis « Maman, j'ai sûrement la colite ulcéreuse. » Puis, ben je pleure parce que, tu sais, justement, ma mère est à 5 heures de moi. Je suis comme un peu... parce que tes parents, ils viennent... Oui. Tes parents sont basés où? À Maniwaki. OK. Donc, c'est un petit village. Nous, dans le fond, moi, j'ai grandi là, à Maniwaki. Puis, dans le fond, à nos 17 ans, quand on finit le secondaire, il faut comme partir, tu sais, vers la grande ville parce qu'il n'y a pas d'université ni de cégep. Donc, c'est sûr qu'il faut comme se déplacer si on veut continuer nos études. Puis, c'est ça, j'étais déjà en appartement de mes 17 ans jusqu'à mes 19 ans à Gatineau. Je commençais à bien connaître la ville. Là, je voulais un petit défi de plus. Donc, c'est là que je suis partie à Sherbrooke, en fait. OK. Donc, ouais, c'était T'es vraiment... malade, puis ta mère Oui. est loin de toi. Ouais, exact. Mais j'avais mon copain à ce moment-là qui m'aidait, tu sais, du mieux qu'il pouvait, mais c'est pas pareil que d'être chez toi, là, disons, puis c'est ça. Donc, j'étais dans une ville complètement étrangère avec un diagnostic complètement étranger, mais j'étais pas encore diagnostiquée à 100%. Dans les jours qui ont suivi, là, je pense 3 jours après, j'ai été pris en urgence par une gastro-entérologue. Je passais ma première colonoscopie. Donc, on m'a dit, est-ce que tu as déjà pris... tu as déjà eu du fentanyl, tu sais, auparavant, là, la dose qui te donne pour moins ressentir les effets, disons, de la colono. Puis j'étais comme non, puis j'avais un peu peur de ça. Donc, tu sais, ils m'ont pas donné une très forte dose pour voir comment mon corps réagissait. Donc, je pense que c'est ça qui a rendu mon expérience de colono un peu pénible. C'est d'être 100% consciente, là, tu sais. Ah ouais. Ouais. Donc, puis en plus, il y avait 2 étudiants à ma première colono qui observaient. Ah oui, parce que justement. Sherbrooke, c'est un hôpital universitaire. Exact. OK. Oui, c'est ça. Donc, ouais, un drôle de commencement là, pour la maladie, mais c'est là que j'ai été diagnostiquée justement à ce moment-là. Tu sais, même pas, on n'a même pas attendu d'enlever la caméra. C'était, regarde, tu vois là, sur la petite télé, tes ulcères ici, c'est le Crohn. Parce que on disait le Crohn parce que ça touchait vraiment tout mon côlon. Donc, les ulcères étaient vraiment logés sur tout mon côlon. Puis, mon intestin grêle, le début de mon intestin grêle commençait à être inflammé. Donc, à ce moment-là, on était encore en pandémie. Les suivis se faisaient par téléphone. Moi, je suis du type à « c'est pas grave, je vais pas déranger », tu sais. J'ai connu la cortisone, la drogue miracle, mais elle n'est pas éternelle, cette cortisone. Donc, justement, à la fin de mon sevrage, j'ai commencé à ressentir ce que j'avais avant. Là. Donc, tous les symptômes sont revenus et en pire. Puis, peut-être en 3 mois, mon état a vraiment chuté. J'ai perdu 35 livres. C'est ça, je perdais énormément de sang. Donc, j'allais à la selle environ 20 fois par jour. Là. Ça se comptait même pas. Tu sais, je dormais pas. Mais non. Puis, on s'entend que je mangeais pas tant. Donc,
Parce que tu avais des nausées ou parce que ça te causait de la douleur? Ouais, j'avais vraiment mal au ventre, j'avais des douleurs, puis ça m'a juste comme coupé l'appétit. Ben oui, parce que tu sais déjà, tu as la bouchée dans la bouche, puis tu sais déjà ce que tu vas ressentir. J'arrivais même pas à manger, tu sais, j'étais assise à table, j'essayais de manger, puis ma première bouchée, je devais courir aux toilettes, là. OK. T'sais. C'est sûrement mental aussi, mais dans le sens que j'avais pas de moment de répit, là, même pour manger. Donc, c'est ça. Puis après, amener mon hospitalisation en février. Ça fait exactement 2 ans. Là, j'ai regardé les dates. Puis à ce moment-ci, là, le 9 février, j'étais à l'hôpital en 2022. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de repenser à ça? Est-ce que ça te semble tellement loin en arrière ou c'est comme si c'était hier? Honnêtement, ça me semble quand même loin, mais proche à la fois. C'est vraiment... bizarre à exprimer, mais j'ai longtemps eu un peu pas des traumatismes, mais tu sais, c'était beaucoup de choses en même temps. J'ai comme pas eu le temps d'assimiler mon diagnostic. Tu sais, on m'a donné des pamphlets, va lire sur ta maladie, c'est ça que t'as. Mais, tu sais, mes repères, là, je les ai toutes perdus à ce moment-là. Tu sais, j'ai dû arrêter l'école, je pouvais juste pas continuer. T'sais. Ben non. Puis, c'est ça, j'étais loin de ma famille. Là, c'est là que mes parents m'ont dit « On va à l'hôpital, c'est pas normal. » Je commençais à avoir des symptômes très inquiétants comme la fièvre. Là. Okay. J'avais mal aux oreilles, j'avais mal à la gorge, donc on pensait qu'en plus, j'avais la COVID. J'ai été à l'urgence, puis ils m'ont dit « Non, t'as pas la COVID, t'es juste tellement inflammé que ça se répand partout dans ton organisme. » Donc, je me souviens, là, je pensais que je faisais un orgelet là, dans l'œil, tu sais, c'est comme tout rouge. Ouais. C'était pas un orgelet, c'était juste l'inflammation qui était même dans mes yeux. Oui, c'est ça. C'est comme l'inflammation. Les médecins, des fois, disent l'inflammation engendre de l'inflammation. Et quand elle n'est pas contrôlée, même si c'est dans l'intestin, tu peux en avoir partout. Dans la bouche, sur la peau, dans les yeux, dans ton cas aussi, partout, dans le fond. Exactement, oui. Puis à ce moment-là, de ton parcours, j'aimerais ça qu'on parle de ton hospitalisation aussi. Oui. T'es où? Est-ce que t'es encore à Sherbrooke? T'es de retour à Gatineau? Dans le fond, pour la période des fêtes, je suis retournée chez mes parents, donc à Maniwaki. OK. Mais tu sais, à Maniwaki, on a un plus petit hôpital. Donc là, mes parents m'ont dit, tu sais, tant que tu vas pas mieux, on va te garder chez nous. Tu sais, ils voulaient pas me laisser partir. Je suis très proche de ma famille aussi. Puis, puisque l'hôpital de Maniwaki est plus petit, comme je l'ai dit, ils m'ont transféré tout de suite comme à Hull, eux-mêmes m'ont amené. Mais je me souviens, le trajet était interminable. C'est seulement 1h30 là, de chez moi, de ma maison familiale. Mais il fallait que je demande à mon père d'arrêter sur la route parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Là, oui. Sur l'autoroute. Là. 1h30, c'est tellement long quand t'es malade. Oui, vraiment. Je me tordais de douleur. Puis ma mère s'est assise en arrière avec moi pour comme, me flatter le dos puis tout ça. T'sais. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, en pleine pandémie, encore, même si la pandémie était là depuis 2 ans, il y a encore les retombées de ça, donc tu peux pas avoir beaucoup de visites. Puis moi, j'ai 19 ans. Ça fait 1 an que je suis majeure. J'ai pas le droit d'accompagnateur, mais moi, je suis complètement traumatisée. Là. Ben oui. Donc, ils m'ont fait comme une petite exception, là, disons. Donc, mon père a pu continuer le chemin avec moi jusqu'à l'urgence, en fait. Puis, c'est ça. Donc, j'apprends, par exemple, comme 2 jours plus tard, que c'est pas parce qu'ils m'ont fait une exception, parce que j'étais donc gentille, puis... mais c'est plutôt parce qu'ils savaient pas ce qui allait se passer avec moi, là. À cause de l'état dans lequel t'étais? Oui, donc moi, je suis arrivée, là... on m'a mis dans un petit cubicule, là, c'était à ce moment-là, puis là, le médecin venait de voir, puis et comment on va faire juste une prise de sang d'analyse, tu sais, voir ce qui se passe avec toi, mais on devrait te brancher sur un soluté, demain matin, tu devrais être partie. Bon, moi, OK, c'est correct, tu sais, mais même une nuit, là, j'ai jamais été hospitalisée de ma vie, donc c'est ma première nuit à l'hôpital, tu sais. OK, donc là, il me fait une prise de sang. Il revient me voir 5 minutes après les résultats, là, tu sais, parce que c'est un peu instantané, là, à l'urgence, les résultats, là, au laboratoire. Donc, il vient me revoir, puis il dit « Ouais, non, je pense pas que ça va être une nuit. Finalement, on te transfère tout de suite à l'urgence. Tu as besoin de transfusion sanguine. » Donc, de ce que j'ai compris, là, tu sais, j'ai pas tous les nombres en tête, mais
c'est ça, mon inflammation était très, très, très élevée. Puis, c'est ça, j'avais plus de globules rouges. Ton hémoglobine était très, très basse. Oui, exactement. Mon hémoglobine était très très basse. Parce que exact. Tu perdais trop de sang, c'est ça? Oui, je perdais trop de sang. Je pense aussi que c'était lié à la malabsorption des nutriments, puis tout ça. Donc, c'est un tout, là. J'avais perdu beaucoup de poids aussi, ça entre en jeu, là. Mais oui, ça allait plus, puis mon cœur, il battait super vite aussi. Donc, ma pression était vraiment anormale, parce qu'il savait pas ce qui se passait, tu sais. Lui, il voulait se défendre, mais ouais. Ouais, t'étais sûrement en déshydratation aussi, il y a rien de tout ça qui aide, là. Ouais. Donc, j'ai été admise justement à l'urgence. Puis, à ce moment-là, j'étais chanceuse, là, un petit peu. J'avais comme ma petite partie fermée. Tu sais, à l'urgence, d'habitude, c'est ouvert. Là, j'étais comme une des celles avec la petite baie vitrée, là. Le grand luxe. Ouais, le grand luxe de l'urgence. Ouais. Puis, ben, il s'inquiétait un petit peu parce que je faisais de la fièvre. Puis, pour les transfusions sanguines, il faut vraiment contrôler la fièvre, sinon ça peut engendrer des caillots, là. Donc, c'est quand même... il s'inquiétait à ce niveau-là, les infirmières. Donc, ils venaient me vérifier à tous les 30 minutes. Mais après ça, c'est ça, ils ont réussi à contrôler ma fièvre. Je me rappelle, tu sais, justement, j'étais tellement déshydratée. Puis, il faut faire des prises de sang, tu sais, souvent, là, quand t'es à l'urgence. Mais ils trouvaient pas de veine. Ben non. Donc, ils m'ont fait une prise de sang entre les 2 orteils, dans le pied. Ça, c'est assez inusité. Oui, effectivement. Puis, ouais. Mais j'ai découvert vraiment une belle équipe d'infirmières. Je suis vraiment reconnaissante pour ça, là. Puis, j'ai passé, je pense, 3-4 jours à l'urgence. Puis après, j'ai été admise à une chambre. Je pense que c'était au 4e étage, là. Ouais. Pour une première hospitalisation, t'as pas fait les choses à moitié, là. Non, vraiment, t'es arrivée là-bas, t'étais déjà au bout d'un parcours assez intense, là. Oui. Puis, tu sais, les gens me disent tout le temps, mon Dieu, t'es forte, tu tolérais la douleur. Mais on dirait que mon corps, à un certain point, c'est comme tourné en mode survie, là. J'étais plus consciente de ce qui m'arrivait, puis c'est ça, mon corps voulait juste comme survivre. Je me souviens, là, j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait justement à ma première colonoscopie à l'hôpital de Hull, là, justement. Là. Donc, j'en avais déjà passé une. J'avais peur un peu de ce qui s'en venait, tu sais, j'appréhendais un peu, mais passage obligatoire, là, tu sais. Donc, la gastro-entérologue d'urgence qui était là, qui me suit toujours aujourd'hui, c'est ça. Donc, on est monté à l'étage. C'était la fin de semaine. Donc, tu sais, j'étais la seule à la salle endoscopique, là. Puis, je me souviens, je pleurais. À ce moment-là, j'avais comme jamais vraiment pleuré avant. Mais là, tu sais, tout sortait, là, à ce moment-là. Tu sais, je comprenais ce qui m'arrivait un petit peu. Puis, tu sais, je me souviens juste que je lui ai dit... je l'ai regardé. Là, elle m'a dit... Ah, t'as peur pour ta colonoscopie, tu sais, t'as peur que ça te fasse mal, d'être en douleur. J'ai dit non, j'ai juste peur de mourir, tu sais, de ce qui m'attend. Puis elle m'a regardée, elle m'a pris l'épaule, puis elle m'a dit « Je te comprends ». Tu sais, fait que c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment... J'étais comme vraiment dans une phase critique, là, de la maladie. Puis non, en général, tu sais, tout le monde te dit « La maladie de Crohn, t'en meurs pas. » Exact. T'en meurs pas, mais c'est... tout ce que la maladie de Crohn engendre qui pourrait te faire basculer, là. Ah, absolument. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est drôle. C'est pas drôle, mais c'est souvent le cas. Tu sais, j'ai travaillé par le passé avec des gens qui étaient des polytraumatisés, donc il y avait des fois des accidents de voiture. Puis, une fille comme ça que j'avais rencontrée, elle avait eu un accident tellement intense que j'arrive même pas à me l'imaginer. Elle m'avait dit, tu sais, j'ai eu, je pense que c'était 8 ou 10 chirurgies, ma ceinture de sécurité m'avait quasiment scié en deux, les médecins me faisaient rentrer leurs bras dans mon ventre. Mais ce qui a failli la tuer dans tout ça, c'était l'infection. Ouais, tu sais, souvent, c'est des petites choses comme ça, comme moi... La maladie de Crohn, quand elles sont plus difficiles, c'est pas tant la perte de poids, par exemple, qui aurait pu mettre ma vie en danger. À un moment, justement, c'était l'infection. C'est souvent les complications qui peuvent être dangereuses, puis on n'est vraiment pas ici pour dire que vous allez mourir de la maladie de Crohn. Là. C'est pas du tout ça, mais des fois, quand on est en plus à bout de notre énergie, qu'on est fatigué, qu'on est malade depuis un moment, qu'on comprend pas trop, des fois, le désespoir peut arriver. Oui. Puis je pense que la raison pour laquelle on compte ça aussi aujourd'hui, c'est que
il y a un après, tu sais. Ben oui. Ça va bien mieux. sûr. Puis c'est pour ça aussi, justement, que tu sais, on est là, Bien on sûr. compte ton histoire parce que elle est triste, mais elle est belle en même temps. Ben oui. Puis donc, perdez pas espoir si Non. vous écoutez, là. Mais tu sais, le fait quand même, juste l'infirmière, justement, elle est pas invalidée. Comment tu te sentais? Mais non, c'est ça, Elle a dit, exactement. je te comprends, tu sais. Ouais. À ce moment-là, mais moi, ce que je voulais me faire dire à ce moment-là, c'était « Mais non, tu vas pas mourir. Tu sais, voyons. Tu sais, c'est correct. Tu vas sortir dans 2 jours, là. » Ouais. Mais la réalité, c'était pas ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est juste de l'accepter, tu sais. Ça fait partie du processus qui mène à la guérison, là. Guérison physique, mais mentale aussi. Là. Oui. Oh, puis t'as pas été chanceuse parce que rapidement, tu t'étais toute jeune. Ouais. Bon, t'es encore pas vieille, là, mais t'étais toute jeune. Oui. Ça me fait penser parce que j'ai eu mon diagnostic à peu près dans les mêmes temps que toi, mais moi, ça Ouais. a pas été intense comme ça pendant les premières années. Tu sais, j'ai eu un Crohn normal pendant les 2-3 premières années. Puis là, tout d'un coup, t'as la pire version qu'on peut s'imaginer. T'es en plus dans un moment où tu peux vraiment te faire accompagner par tes proches à l'hôpital. C'est tout nouveau pour toi. Tu connaissais pas ça. Il y a personne dans ton entourage qui a ça? Non. Donc, la première question qu'on m'a posée, c'est justement là, par rapport aux gènes, si il y avait des cas de maladies inflammatoires dans ma famille, mais pas du tout. Tu sais, moi, j'ai pas été jamais malade. J'ai été une fois à l'hôpital. Quand j'avais 3 ans, j'avais eu une pneumonie. J'ai jamais eu d'antibiotiques. Je connais pas les médicaments, tu sais. Donc, ouais, ça faisait partie de tout ça. Mais par chance, tu sais, mon père a pu m'accompagner. Il a dormi 7 jours sur le petit fauteuil à côté de moi, dans mon lit, à l'hôpital. Papa. Ouais, ça, c'est du dévouement. Puis ensuite, ben j'ai été... à l'hôpital, il faut tester pour la C difficile. Ouais. Donc, puisque j'avais tous les symptômes de la C difficile, mais qui n'étaient pas vraiment la C difficile, quand j'ai testé 2 fois négatif, ils m'ont transférée dans une chambre à 2, donc à 2 lits, avec quelqu'un avec moi. Moi, écoute, je voulais pas y aller. Non. Pas parce que j'allais pas m'entendre avec la personne, mais on m'enlevait non seulement mon intimité, mais on m'enlevait aussi mon père, tu sais. Ils m'ont soutien avec moi. Non, il pouvait plus être là. C'était trop dangereux, justement, mais pour l'autre personne, puis on manquait de place aussi. Ouais. Donc, ils pouvaient venir me voir à un certain moment dans la journée. Donc, mon père et ma mère se relayaient. J'avais mon copain aussi qui est venu. Il a pu venir une nuit, mais après ça, c'était limité aux proches, là, donc mes parents seulement. Okay. J'ai un frère aussi, il n'a jamais pu venir. Donc, j'ai une amie aussi, elle venait en bas de la vitre, elle me faisait « Allô? » Mais, tu sais, ça se limitait à ça. Donc, c'est ça qui était vraiment difficile, je pense, c'est de se retrouver seule. Mais en même temps, ça a été bénéfique pour moi parce que, justement, j'ai pu grandir de ça, j'ai pu vraiment réfléchir à tout ce qui m'arrivait. Puis, la personne dans la chambre à côté de moi était aussi très optimiste, là. Elle avait pas la maladie de Crohn, mais c'était aussi relié, justement, à une chirurgie... de l'intestin qu'elle venait d'avoir, puis elle avait pas eu le passé tout rose non plus. OK. Vous avez pu vous soutenir un peu là-dedans. Ouais, vraiment. Puis je me rappelle, elle me disait, moi, je pars pas tant que tu pars pas. Tu sais, parce qu'elle était sur le point d'avoir des bonnes nouvelles, là, tu sais, d'avoir son congé. Okay. Puis elle me disait, je te dis, moi, quand ils vont me dire que je peux partir, là, tu vas partir en même temps que moi, tu sais, parce qu'elle savait que là, j'avais hâte d'être chez moi, parce que l'hôpital, mais c'est pas de tout repos, là, on va se le dire. Mais l'histoire a bien terminé parce que finalement, j'ai eu mon congé 2 heures après elle. OK. Ouais. Donc, son chirurgien est venu la voir puis lui a dit, tu sais, quand t'es prête à partir, tu peux y aller. Puis moi, j'attendais ce moment-là, tu sais. La gastro de garde passait toujours me voir un moment dans la journée, mais on pouvait jamais savoir c'est quand. Tu sais, c'est comme entre 2 patients, là. Puis elle était venue me voir pour me dire bon, mais tu réagis bien à la cortisone par voie orale, là, parce que, tu sais, avant, c'était par les veines. Donc, puisque c'est ça, on va avoir un suivi serré avec toi, mais tu peux aller te reposer à la maison. Puis là, je me souviens, là, comme... J'ai comme tout laissé à l'hôpital. J'ai essayé de tout laisser mes mauvais souvenirs. Okay. Mais aussi, tu sais, moi... quand j'ai été hospitalisée, j'ai dit à ma mère, amène-moi des draps, amène-moi un oreiller, tu sais, je veux faire comme chez moi. Puis je me souviens, là, je me faisais comme une petite routine. Là. Le matin, je mettais de la musique dans mes écouteurs, je me levais, je faisais mon lit.
à quel point tu peux faire ton lit à l'hôpital. Oh Je mon sais Dieu, pas, t'es là. bonne. J'essayais de me faire une petite routine là, avec mon père. On essayait d'aller marcher parce que, tu sais, je veux dire, mes jambes n'étaient pas affectées, mais de passer Mhm, tout ton temps dans le lit mhm. à perdre du poids, il n'y a plus de muscles Non, pour c'est ça. supporter. T'es resté combien de temps à l'hôpital? 2 semaines. Oh, quand même. Mais, tu sais, avant ça, j'ai été quand même comme 2 mois à rien faire, là. Mhm. Tu sais. Donc, je me souviens, là, incapable de monter les marches. Incapable. Mais j'étais comme... J'ai la volonté de le faire. Mon corps ne suivait pas du tout. Ben non. Donc, tu sais, j'essayais justement de... Ton corps absorbait pas non plus. Fait que t'avais Non. de la misère à Ouais. absorber même les protéines pour Ouais. te refaire des muscles. Ouais. Mais oui, donc, tu sais, on essayait d'aller faire un petit tour à la cafétéria. On allait jouer aux cartes à la cafétéria. Tu sais, ça changeait d'air un peu. OK. Après ça, on remontait. Puis, je me souviens, tu sais, j'avais tellement hâte de sortir que l'infirmier m'avait fait un petit spécial. Puis, ma grand-mère vivait pas loin de là. Puis, mes parents, ils dormaient là, tu sais, en attendant la fin de mon hospitalisation. Puis, il m'avait permis d'aller prendre un bain chez ma grand-mère. Ouh. Ouais. J'avais eu, je pense, comme 5-6 heures Mhm. de sortie. Puis, c'était genre le plus beau moment de ma vie depuis un certain temps, là. Oh mon Dieu, je te comprends. Ça Ouais. m'est arrivé aussi. Ma première hospitalisation. Ouais. Ouais, c'était à Montréal. Mes parents étaient venus de Gatineau. Puis c'est la première fois depuis que j'étais malade. Fait que ça faisait 7 ans que j'avais mon diagnostic. Ils étaient jamais venus à un rendez-vous médical parce que je voulais pas les faire déplacer pour ça, parce que je suis une tête dure. Puis ils étaient venus, puis au bout de 5 jours, ils m'avaient dit de quoi t'aurais besoin. Puis j'avais dit juste aller chez nous, prendre un bain, puis manger de la vraie bouffe. Puis ils m'avaient donné un congé de quelques heures, justement. J'étais allée chez moi, j'avais pris un bain. Ma mère était allée au marché, elle avait acheté des trucs pour me faire un petit souper très facile à digérer. Après ça, je suis retournée Ouais. à l'hôpital, mais juste Ouais. cette petite pause-là. Là. Ouais. Mais je pense que justement, après ça, après toutes ces expériences-là, Mm. le bonheur, il commence à se consommer différemment. Mais là, c'est ça, j'aimerais ça que tu Ouais. m'en parles, parce que on a parlé beaucoup des épreuves que tu as vécues dans un très court laps de temps, mais de ça, ce que je trouve beau, c'est que t'en es pas ressorti aigri, mais t'es une personne très posée, tu sais, on le voit dans ton teint de voix, dans tes petits yeux pétillants. De ça, tu trouves une façon de voir du positif. Oui. Vas-y donc, comment est-ce qu'on voit Oui. le bonheur après une épreuve comme ça? C'est sûr que ça prend beaucoup de réflexion personnelle et tout ça. Là. C'est pas un chemin facile, puis tu te réveilles pas avec la révélation comme ça, là, du jour au lendemain. C'est un travail personnel à faire, c'est sûr, mais honnêtement, je dis toujours maintenant, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mes proches, la maladie, ça a été la pire chose qui m'est arrivée pour les choses qu'on vient d'énumérer, mais ça a aussi été la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Dans le sens que j'ai eu plein de réflexions après ça, puis de réalisations surtout. Donc, je me souviens, tu sais, à l'hôpital, mon bonheur, ça se résumait juste à manger du bouillon de soupe. Tu sais, ça faisait combien de temps que j'avais pas mangé? Je me souviens, mon premier repas, j'ai eu des larmes de joie. Tu sais, on dirait que t'es tellement plus attentif aux petites choses qui viennent à toi. Puis, justement, le bonheur, il est tellement plus simple après avoir vécu des épreuves comme ça. Là. Donc, c'est quand même une chance que j'ai d'avoir eu ce diagnostic-là, puis de l'avoir eu un peu plus difficile, parce que après mon parcours, ça n'a pas été tout rose encore. Tu sais, justement, j'ai fait plusieurs essais de médicaments, mais j'en ai fait 4 essais. Puis, mais je me rappelle à chaque nouvelle médication, je me disais, celle-là, c'est la bonne. Même là, si ça n'a jamais été la bonne des 3 autres que j'avais essayées. J'étais comme, mais celle-là, c'est la bonne. Là, je le disais à tout le monde, toutes les infirmières. J'étais comme, vous allez voir, là, je vais péter le feu après. Tu sais, je pense que j'ai la chance d'avoir eu un peu cet optimisme-là. Exact, un bon caractère à la base pour ça. Là. Ouais. Puis mon médecin, elle me disait, moi, je me méfie de toi. Tu sais, t'as l'air tellement positive, puis à pas souffrir, mais ton intestin, il te trahit, là. Tu sais, quand on va voir, là, quand on l'investigue, là. Donc, c'est ça, je pense que... Ouais, c'est pas facile, tu sais, de toujours être positive, mais
si je me serais apitoyée sur mon sort, tu sais, dans mon cas, ça m'aurait vraiment pas aidé du côté mental. Parce que la maladie chronique, c'est difficile tellement sur le plan physique, mais à un certain point, je me dis que ça l'est peut-être plus sur le mental, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est très différent parce que même quand on va mieux physiquement, c'est difficile sur le plan physique, mais le physique, on dirait qu'on peut s'y faire un peu. Tu sais, c'est comme... on s'habitue un peu à tout. Si on a une douleur chronique, mais que notre douleur chronique est à 3 tous les jours, mais on peut fonctionner avec 3. Un peu comme les filles, on s'habitue à nos douleurs menstruelles. Bon, à chaque mois, on n'est pas content qu'elles reviennent, là, mais à un moment donné, on pratique des sports, même si on a nos règles. C'est un peu la même chose avec des douleurs chroniques de Crohn. T'sais. Exact. Mais la douleur mentale, c'est que ça vient vraiment comme impacter ta capacité d'agir. Que ce soit des passes plus dépressives ou encore anxiogènes. Ça vient des fois un peu freiner notre capacité d'agir ou juste d'être en paix et d'être pleinement là, des fois, avec les gens qu'on aime. Ouais. T'as raison, tu sais quelque chose, c'est pas... on pense beaucoup à l'impact physique, mais il y a l'impact mental aussi. Puis après ça, il y a l'impact sur ta vie, tu sais, les changements qui doivent être faits. Dans ton cas, si je me trompe pas, tu as même changé ton parcours scolaire après ça. Oui, effectivement. Donc, j'avais un peu des mauvais souvenirs de Sherbrooke. Tu sais, justement, c'était une ville inconnue pour moi qui est devenue un peu associée à la maladie. C'est pas que je voulais m'en sauver, tu sais, mais... je me suis dit que c'était plus simple pour moi de retourner à Gatineau, une ville que je connaissais, plus proche de ma famille. Donc, je me suis permis de retourner à Gatineau et peut-être que je me serais pas permis de le faire si j'avais pas été malade. Parce que moi aussi, je suis une tête dure. Je vais pas dire aux gens « Regardez, j'abandonne », tu sais. Mais je me suis permis d'arrêter l'école. Et en plus, ça a comme un peu bien tombé parce que je tripais pas tant sur mon programme, tu sais. Mais je voulais pas me l'avouer, puis je voulais pas l'avouer aux autres, tu sais. Je suis orgueilleuse, je me disais, non, je vais finir mon bac en 3 ans. Oui, c'est ça. Changer de programme, se réorienter, c'était comme un échec en soi, puis on voulait pas ça. Exactement, c'était même pas une option pour moi. Mais là, je me suis permis de le faire parce que ça a comme bien tombé, tu sais. Donc, je suis revenue à Gatineau, puis je me suis pas inscrite tout de suite à l'école. Tu sais, j'avais beaucoup de chemin à faire encore. Mais je me souviens, en sortant de l'hôpital, ce que je trouvais le plus difficile, c'est que j'avais comme pas de but précis. Tu sais, mon but à l'hôpital, c'était de m'en sortir, de sortir de l'hôpital. Je me souviens, là, tu sais, puis je dis pas que ça a jamais été difficile, là, dans le sens que j'ai fait mes premières crises de panique aussi à l'hôpital. Tu sais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais en même temps, à l'hôpital, t'as rien d'autre à faire que penser, tu sais. Donc, c'est important de prendre ce temps-là, puis d'essayer de voir les belles choses, même si il y en a peut-être pas au moment présent. Mais moi, je me souviens, j'avais demandé un cahier pour écrire, là. Puis à chaque jour, je faisais un petit résumé de ma journée, là. Puis après, je manifestais ce que je voulais qui arrive, tu sais, pour le lendemain. À chaque jour, j'écrivais la même chose, là. J'écrivais « Demain, je vais sortir de l'hôpital. » Est-ce que le lendemain, je sortais? Pas nécessairement, mais tu sais, ça finit par arriver. Tu gardais espoir comme ça. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est de garder l'espoir, puis tout ça. Puis je me souviens, tu sais, j'avais des journées plus difficiles, mais le lendemain, je me disais « Non, ça va être différent. » Puis, tu sais, je me souviens, les infirmières venaient toujours me réveiller à 5h30. C'était la prise de sang matinale après une longue nuit de sommeil. Comment bien débuter la journée. Puis là, on me disait « Allô Camille, tu sais, bien dormi » puis tout ça. Puis je disais « Oui, savez-vous quoi? » Puis là, il disait « Quoi? » Là, je disais toujours la même chose. « Aujourd'hui, je vais sortir. Je vais avoir mon congé. » Puis là, même eux, s'ils avaient eu mes résultats de la veille, tu sais, mes prises de sang, étaient comme « Oui, tu vas sortir. » Tu sais, ils embarquaient avec moi, ça me faisait du bien. De juste essayer, tu sais. Puis j'ai fini par sortir, tu sais, même si c'était après 2 semaines, j'ai fini par sortir, tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi comme patient, tu sais, des fois, les gens chialent que le personnel médical est pas nécessairement sympathique ou peu importe. Moi, ce que je remarque vraiment, c'est que souvent, pas l'attitude, mais souvent le type d'énergie que tu vas recevoir des gens répond à l'énergie que tu leur envoies. Puis j'ai honnêtement toujours beaucoup aimé le personnel qui m'a traité, particulièrement dans les moments où j'étais en mesure justement d'avoir, comme toi, cette espèce de, pas de légèreté, mais tu sais, de volonté
que les gens que je vais croiser dans la journée aient une aussi bonne journée que la mienne. T'sais. Puis on s'entend aussi bonne, c'est limité quand t'es hospitalisé, là, mais que ce soit justement par une vibe plus positive ou moi, c'est l'humour, mon mode de défense principal. Puis je dis pas ça pour dire qu'on doit mettre de côté nos émotions plus difficiles. C'est pas du tout le cas. Mais ne serait-ce qu'être courtois. Oui. Si t'es pas capable d'être de bonne humeur, c'est correct. Oui. Mais sois poli, courtois, me dire un merci à la personne qui apporte ton plateau. Des fois, poser une question, comment ça se passe aujourd'hui? Oui. Plus t'en sais sur les gens, on dirait que plus tu développes un lien qui est pas familial, mais une proximité qui rend l'expérience plus humaine aussi. Oui. Parce que c'est ça qui manque. Oui. Mais moi, je me souviens... tu sais, comme tu dis, l'énergie que tu transmets, c'est l'énergie que tu reçois. Puis ça veut pas dire tu vas en avoir des mauvais moments, puis t'es pas obligé de toujours sourire tout de suite après avoir pleuré, là, tu sais. Moi, j'en ai eu des moments difficiles, là, justement, à l'hôpital, où je me souviens, une infirmière en particulier, là, c'était à ma première crise de panique, là, tu sais, je voulais rien savoir là, de ce qu'elle me disait, puis j'ai sûrement pas été la plus fine à ce moment-là, là. Mais, tu sais, elle est venue quand même... Elle me tenait, elle me flattait le dos, elle m'a apporté des mouchoirs. Puis à ce moment-là, j'étais pas en mesure de lui remettre toute cette énergie-là, mais je me suis assurée que le lendemain, tu sais, j'étais tellement reconnaissante pour ça, puis je me suis assurée de lui transmettre, tu sais. Oui, puis c'est correct aussi d'avoir des moments de faiblesse comme ça. Puis je suis contente, en fait, d'entendre qu'elle a été capable de t'accompagner là-dedans. Oui. Parce que des fois, les anecdotes, moi, quand j'ai eu la mienne à l'hôpital après ma chirurgie, aussi pendant la COVID, il n'y avait pas d'infirmière sur le plancher à ce moment-là. Puis la personne qui est arrivée pendant que j'étais en panique, c'était pas une crise, mais j'étais très, très, très anxieuse, c'était un résident de chirurgie, puis pauvre Coco, lui, il avait vraiment pas ce qu'il fallait pour m'aider. Il savait pas comment gérer. Ouais. Écoute, il m'a dit... tout ça se passe en anglais, là. Il m'a dit, j'ai entendu que t'étais anxieuse, puis j'ai dit non, je suis déprimée. Genre, je suis dépressive. Ouais. Puis il m'a dit, OK, ben moi, on m'a dit que t'étais anxieuse, essaie de pas l'être. Ah! Puis là, j'ai dit, OK, merci, ça m'aide beaucoup. Puis tu sais, au final, j'avais fait une demande pour voir un psychiatre, puis tu sais, ils m'ont envoyé quelqu'un plus tard, mais je me souviens juste de m'être dit, hey, c'est pas ça, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me flatte le dos. Tu sais, juste le contact physique. Ça fait du bien. Oui, exactement. Oui, je me souviens, puis tu sais, des fois, tu dis, mais tu sais, de toute façon, je suis juste une patiente parmi tant d'autres, tu sais. Mais je me souviens, après être sortie de l'hôpital, peut-être 2-3 mois plus tard, là, ma grand-mère est entrée au même hôpital que moi, puis mon père l'accompagnait à ce moment-là, puis je me souviens, mon père me disait, il y a telle infirmière qui te fait dire salut, tu sais. Puis c'est là que je me suis dit... mais tu sais, j'ai quand même fait une petite différence, puis c'était ça mon but, tu sais. Oui. Puis tu sais, c'est plate d'être dans ces situations-là aussi jeune, mais on dirait que je l'ai remarqué aussi que étant jeune, étant comme une anomalie dans leur quotidien, puis des fois avec l'énergie justement qu'on a, puis le fait que même si c'était pas facile, juste justement la politesse, la courtoisie, c'est la base, là. Les gens se souviennent de nous. Il y a une fois où l'infirmière en question se souvenait aucunement de moi, j'étais un peu vexée. Mais sinon, en général, oui, tu sais, je me suis souvent posé la question, tu sais, est-ce que, par exemple, la première fois que j'étais hospitalisée, pendant 5 jours, moi aussi, j'étais pas piquable. Tout le monde essayait, puis c'était un hôpital universitaire aussi, fait que les étudiants essayaient, puis à un moment donné, ils ont interdit les étudiants parce que c'était trop complexe. Puis il y avait un seul infirmier qui arrivait à me piquer, il s'appelait Bush, c'est son surnom. Puis je m'en souviens encore, ça fait 8 ans là, de ça, OK? Et les jours où il travaillait pas, on faisait vraiment attention que je plie pas le bras pour qu'on puisse garder mon intraveineuse propre et bien installée. Puis après ça, pendant des années, je me suis dit, à chaque journée des infirmières et infirmiers, je pense à Bush, puis je suis comme, est-ce que j'envoie des fleurs? Est-ce qu'ils travaillent encore à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Tu sais, comment est-ce qu'on peut les remercier? Mais je suis contente que, tu sais, t'as la preuve que, tu sais, eux t'ont laissé un bon souvenir. Oui. T'en as laissé un aussi dans leur mémoire. Oui, justement. Puis ça m'amène aussi à... Tu sais, j'ai fait 4 essais de médicaments par la suite. Mais c'est mon 4e, en fait. Puis, tu sais, les 3 autres, c'était par intraveineuse, là. Donc, je me rendais à une clinique privée. Dans mon cas, c'était 1 fois par mois, là. Okay. Puis, tu sais, j'en avais pour un bon 5-6 heures, là, à la clinique, tu sais, pour le traitement. La durée du traitement. Puis justement, tu sais, ces infirmières-là, je les aimais beaucoup, là, tu sais. Mais
tout le personnel qui m'a soignée, honnêtement. Ils sont tellement spéciaux, tu sais. Puis je me souviens, tu sais, quand finalement, on m'a annoncé que je changeais de médicament pour celui que je prends en ce moment, là, donc qui est par voie orale. Donc, c'est des comprimés que je dois prendre chaque matin. J'ai eu une déception de plus retourner à la clinique. De perdre ce contact-là. Ouais. Je me suis dit, ben là, j'aurais... Tu sais, comme, je vais plus les voir une fois par mois, tu sais. Je vais plus être une patiente de la clinique. Puis tout le monde autour de moi me disait, mais voyons, Camille, tu sais, cette journée-là, là, c'est pas agréable, tu sais, dans le sens que, ben, l'intraveineuse, c'est pas agréable en soi. Puis après, c'est surtout comme... Les effets secondaires, c'est beaucoup de fatigue pendant comme 2 jours, tu sais. Ah, t'en avais beaucoup. Moi, j'ai jamais eu cet effet-là. Ouais, donc, un petit peu le jour même, mais pas... Moi, je me souviens, je pouvais pas conduire là, pour retourner chez moi, même si c'était à 15 minutes. Puis je me couchais le reste de l'après-midi. Mais tu sais, j'avais appris à développer une petite... Je disais à tout le monde, c'est mon me-time. OK. Genre, c'est ma journée par mois que je prends congé puis que je fais rien. C'est quand que ça arrive, ça, des journées de même, tu sais. Puis là, j'étais donc bien déçue de ne plus avoir cette journée-là dans mon mois. Je me disais, mais là, tu sais, ils prennent tellement soin de toi, puis oui, tout ça. T'as des collations, de l'eau, des petits jus de pommes, là. Ouais. Mais, ouais, fait que j'étais un peu déçue. Donc, quand j'ai appris ça, je pense que je suis retournée il y a pas longtemps parce que je passais proche, je me suis dit, est-ce que j'ose comme monter, puis juste de leur dire? Parce que, tu sais, eux, quand t'es plus un patient... C'est un peu confidentiel aussi, donc ils n'ont pas accès à toutes les informations de pourquoi tu n'es plus là, qu'est-ce que tu deviens, tout ça, là. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ose monter à la clinique juste pour leur dire je suis rendue où, puis tu sais, pour pas qu'ils s'inquiètent pour moi, tu sais. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont me reconnaître, là, tu sais? Pour vrai, moi, je le ferais pour qu'ils sachent que tu vas bien. Ben, j'ai maintenant. été, c'est Ah, ça. pour vrai? Ouais. OK. Donc, je suis montée, puis là, ils ont entendu quelqu'un rentrer, ils ont dit, oui, vous avez un rendez-vous? Là, je suis comme, non, j'ai pas un rendez-vous, je suis Camille, je sais pas si vous me reconnaissez, tu sais, parce qu'il faut mettre un masque à cette clinique. J'ai enlevé mon masque, là, j'ai juste baissé. Puis là, il était comme, mon Dieu, oui, Camille, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, puis là, j'étais comme, ben, je vais juste faire un petit salut pour vous dire que, tu sais, je peux patiente ici parce que j'ai changé de médicament, mais je vais vraiment bien, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai vu dans ses yeux que j'avais fait sa journée, puis qu'elle était tellement contente pour moi, puis de savoir que j'allais bien, là. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, eux aussi, ils te voient tous les mois, là. Oui. Puis sûrement qu'ils se sont aussi inquiétés pour toi parce qu'en quelque part, tu te sens un peu impuissant aussi dans la vie de tes patients quand tu vois que le seul élément que tu peux leur donner, qui est un traitement, fonctionne pas nécessairement pour eux. Exact. Puis dans ton cas, il y en a eu combien? 3 qui n'ont pas fonctionné avant que le 4e fonctionne? Oui. Ben en fait, moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'avait mis sur Humira, je sais pas si tu connais. Donc, c'est des injections que je me faisais moi-même dans la cuisse. Puis, ce médicament-là, il n'a pas fonctionné pour moi, puis il m'a causé beaucoup d'effets secondaires, dont des nodules aux poumons. OK. Oui, donc quand je suis arrivée, tu sais, l'effet COVID, là, c'était plutôt ça, c'était de l'inflammation au niveau des poumons. J'ai été chanceuse, mes nodules ont disparu dans les 6 mois suivants. Là. Mais oui, puis après, j'ai essayé 2 autres traitements intraveineux qui étaient très réputés. Mais ma foi, mon corps ne voulait pas s'y conformer. Puis, c'est ça. Donc, c'était beaucoup de haut et de bas parce que dans ça, il y a eu beaucoup de traitements de cortisone. Donc, moi, j'étais très heureuse. Je gonflais beaucoup du visage, mais regarde, je m'en foutais un peu. Si c'est ça le prix à payer, là, regardez-moi pas, là, c'est pas grave. Puis, c'est ça, mais je veux dire, tu peux pas vivre sur la cortisone non plus, là. Non, c'est pas recommandé. Non, effectivement. Donc, finalement, aujourd'hui, le médicament que je prends, je l'ai commencé cet été, donc au mois de juillet. Je me souviens, je suis rentrée dans le bureau du médecin. Là, ça faisait 1 semaine que j'avais eu ma colonoscopie. Puis, elle m'avait dit que c'était aussi catastrophique que la première fois qu'elle m'avait vue. C'est donc pas d'amélioration du tout. Puis, elle m'a dit, Camille, c'est vraiment pas sain de laisser un côlon endommagé comme ça dans ton corps, là. Donc, pour moi, la prochaine étape, c'était la chirurgie. Mais tu sais, on m'annonce ça fait seulement 2 ans que je suis en essai. Ben, ça fait 2 ans que je suis diagnostiquée, même pas 2 ans que je suis en essai de médicaments, tu sais. Mais je comprenais le point de, tu sais, ça peut être dangereux pour d'autres maladies à ce moment-là et tout ça. Mais, tu sais, une chirurgie, c'est quand même quelque chose de gros, tu le sais, là. Oui. Quand on t'annonce ça, tu sais,
c'est ça, c'est pas à prendre à la légère, justement. Mais elle m'a dit, écoute, je vais penser, je vais consulter mes collègues. Puis, je te reviens avec un dernier médicament, mais ça me l'a pas dit comme ça, mais dans le fond, c'était comme ma dernière chance, là, tu sais. Donc, après, c'est ça, après qu'elle ait consulté des collègues, elle m'a dit qu'elle avait été demandée à un professionnel du CHUM. Donc, elle s'était, mais pas rendue, là, mais par appel. Elle avait eu des contacts pour ce professionnel qui, lui, était bien passionné par mon cas, me semble-t-il, parce que il aimait beaucoup là, les cas de jeunes adultes qui répondent pas au traitement et tout ça. Donc, tu sais, il était un peu connaisseur à la chose. Donc, il lui a conseillé un nouveau médicament qui a été approuvé il y a pas très longtemps par Santé Canada. Donc, il s'appelle Rinvoq. Puis, c'est ça. Elle connaissait pas du tout, tu vois, mon médecin. Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'elle ait pu, tu sais, justement, se renseigner, puis tout ça, puis qu'elle ait accepté de me le prescrire aussi. Donc, c'est ça. On a commencé ça à la mi-juillet. Puis, je me souviens, 2 jours après, je voyais mes symptômes disparaître peu à peu. Je me disais, c'est dans ma tête. 2 jours après, ça se peut pas. Tu sais, ils disent de 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois, voire 6 mois, tu sais. Mais je me disais, c'est juste moi, là, ça se peut pas. Mais après avoir demandé à une pharmacienne, effectivement, il y a beaucoup de patients qui disaient avoir ressenti des effets positifs seulement dans les jours qui suivent. Puis ça a continué à bien aller comme ça jusqu'à aujourd'hui, où j'ai repris mon poids, où ça va très bien. Puis c'est ça, je suis vraiment reconnaissante. Je pense que ce qui est difficile à accepter pour moi, c'est de savoir que je pense qu'on peut considérer ça comme une rémission à ce stade-ci, mais qu'il n'y aura jamais de guérison. Oui. Ouais. C'est comme ils disent une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Là. Tu sais pas si un jour... Exactement. On sait jamais quand ça va réapparaître. Peut-être que ça va jamais revenir aussi, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est ça qui est difficile, puis j'ai encore du travail à faire là-dessus, là, tu sais, personnel. Mais ouais, je pense que depuis ce diagnostic, puis, tu sais, depuis là, justement, que je vois les belles choses que je peux faire, comme avant, tu sais, je me dis tout le temps comme avant, là, tu sais, je peux passer une belle journée, comme si j'étais pas malade, tu sais. Puis mes dernières prises de sang, mon médecin m'a dit, tu vois, ça, c'est les résultats d'une personne qui est pas malade. Et là, j'étais fière. Ben oui, c'est sûr. Ça a pris 2 ans d'arriver là, mais je l'ai eu, tu sais. Ouais. Je suis certaine que ça va arriver à tout le monde aussi, tu sais, cette rémission-là. C'est sûr, d'une façon ou d'une autre, c'est certain, là. Ouais. C'est un beau moment à chérir. Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est important de capter tous les petits moments. Tu sais, même dans les passes où ça va moins bien, là, on en a tous des petits moments, tu sais, de juste quand ton ami vient te voir, prendre des nouvelles de toi, quand ta mère t'a fait un souper, genre, parce que t'es pas apte à le faire, quand tu vas prendre une petite marche, là, tu peux marcher jusqu'au coin de la rue, là. Tout ça, là, c'est des petites fiertés que tu dois emmagasiner, là, puis garder comme près de ton cœur. Oui. Moi, des fois, je disais... je me sentais mal de pas aller dehors, que les journées faisaient beau, parce que souvent, on est des longues stretches avec pas de soleil. Puis, j'en parlais avec une de mes amies qui est pas malade, mais qui disait, je me sens mal de pas être dehors à chaque fois qu'il fait beau. Puis je dis, ouais, ben imagine, moi, en plus, j'avais peur de quitter la maison à un moment donné, parce que j'étais trop faible, puis il fallait toujours que j'aille à la salle de bain. Ben, je m'étais mis à faire des siestes au soleil. J'avais mon divan était dans la pièce, il y avait plus de soleil en après-midi. Je me couchais là, puis je faisais ma sieste au soleil, puis je me disais, ben ça, c'est mon petit moment où aujourd'hui, je suis pas capable d'aller dehors, mais je suis capable de profiter de la belle journée qu'on a. Je me rappelle, au mois d'avril, je faisais ça aussi. Je sortais dehors, j'avais une chaise longue, je mettais des couvertes, puis une tuque. Je dormais au soleil aussi. C'est des petites choses comme ça qu'on apprend à... On apprend, en fait, à les prendre, à les cueillir. À les redécouvrir. À les redécouvrir, puis je me demande... J'espère que ça partira pas. Oui. J'espère qu'on va être capable de pas prendre les choses pour acquises pendant les années à venir. Oui. Puis, tu sais, quand on commence à aller bien, justement, peut-être qu'on a plus tendance à prendre ça pour acquis. Mais j'essaie toujours de me rappeler, tu sais... tu sais, Camille, ça t'est pas donné, là. T'as travaillé fort pour arriver là. Donc... tu sais, faut que tu y penses, puis il faut que tu sois reconnaissante pour ça. Là.
Ouais. Absolument. Puis tu parlais de projet. Oui. Puis on parlait un peu de comment tu as justement réussi à utiliser, parce que là, je vois le temps qui file, là, puis je veux juste peut-être... tu sais, je trouve ça bon, justement, de donner je trouve ça bon d'articuler. Je trouve ça bon de se donner des projets, juste des objectifs, même si c'est pas un projet complet, tu sais, des petites choses à faire auxquelles on peut espérer. Oui. Puis dans ton cas, justement, maintenant que tu es en rémission, que tu vas vraiment mieux, c'est quoi les choses que tu es contente d'avoir pu réentreprendre ou reprendre dans ta vie normale? Ben écoute, la première fierté que j'ai eue, c'est justement en sortant de l'hôpital. J'étais souvent chez moi, tu sais, mes parents avaient recommencé à travailler, donc je me sentais un peu seule, puis justement, j'avais comme rien à faire, tu sais. Donc, je me suis inscrite à la TÉLUQ, l'université en ligne. Donc, tu sais, c'était vraiment pas de pression, là. J'avais pris seulement 3 cours, tu sais, faire un petit programme court. Puis, justement, de faire retravailler mon cerveau, là, c'est quelque chose aussi, là, après avoir arrêté l'école pendant un petit bout de temps. C'est ça. Donc, je voulais me tester un peu, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'avais comme une date limite, puis je me souviens, j'avais comme fini tous mes cours avant comme 2 mois la date limite parce que j'étais trop investie, puis surtout, j'avais rien d'autre à faire que ça, tu sais. J'avais rien en parallèle, là. Mais, j'avais fait ça, puis j'ai d'ailleurs reçu un certificat d'excellence là, pour mes notes suite à ça, fait que j'étais vraiment fière de moi. Ben oui. Pour ça. Puis justement, ça m'a amenée à me réinscrire à l'école, à l'Université d'Ottawa. C'est sûr que j'avais beaucoup d'inquiétudes au début, tu sais, les toilettes, est-ce que je vais être capable de rester dans mon cours? Mais je pense que l'important, c'est juste d'avoir des repères, justement. Des repères, non seulement quand t'arrives, tu dis « Ah, OK, elle a la toilette », mais aussi des repères en tant qu'amie, tu sais. Donc, je me souviens, moi, je me gênais pas de le dire à mes amis, même si ça faisait 2 semaines que je les connaissais. Je veux jamais que ça soit un tabou, ma maladie. Donc, je leur disais, puis ils me laissaient tout le temps la place au bout de la rangée. Tu sais, j'étais comme, si t'arrives avant, ben j'avais même pas besoin de leur demander. Elles s'assoyaient au bout de la rangée, mais me laissant toujours la dernière place, tu sais, pour moi. Puis ça me suit encore aujourd'hui. Tu sais, maintenant, je vais vraiment mieux parce qu'avant, je devais me lever peut-être 1 fois, 2 fois durant les cours, tu sais. Mais ça me suit encore parce que, tu vois, à mon examen final à l'automne, j'avais une amie, tu sais, elle sait que c'est long, les examens finaux, donc elle m'avait laissé la place, tu sais, au bout de la rangée. Puis là, j'étais toute fière de lui dire « Tu peux la prendre, la place, je vais aller m'asseoir comme juste à côté, j'aurais pas besoin de sortir, tu sais. » Fait que c'était vraiment une fierté pour moi, là. Ça peut paraître tellement anodin pour quelqu'un, mais comme, c'est ça, je pense que c'est vraiment C'est une victoire en soi, là. Tellement, ouais. T'as plus besoin de tes petits trous arrière ou de ta béquille. Non, c'est ça. Puis peut-être que ça va revenir un jour, tu sais, mais j'en profite le temps que c'est là, tu sais. C'est ça. Mais pour vrai, moi, je suis fière de toi. Merci. Pour vrai. Puis c'est des réflexes, des fois, qu'on perd pas. Tu vois, moi, encore au cinéma, souvent... J'ai commencé au cinéma à les mettre dans le milieu. Wow. Mais pendant des années, c'était le bout de la rangée, réserver des billets de spectacle, même chose. L'avion, même chose. Ouais. Des petites victoires comme ça qu'on prend. Oui, vraiment. Se fixer des objectifs, mais aussi d'être fier même si on n'est pas capable de les atteindre. Tu sais, des fois, on a tendance à se fixer des énormes objectifs, tu sais, comme quand on n'était pas malade, tu sais. Mais il faut être fier de juste avoir... C'est l'effort de faire l'effort d'aller jusqu'au bout de ça, même si on réussit pas toujours, là. On n'a pas à performer, il faut juste essayer. Non, exactement. Je pense que c'est ça. Hey, pour vrai, Camille, je pense que j'ai envie qu'on se laisse là-dessus. Ben oui. C'était une super belle discussion. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation puis pour l'opportunité. Ça fait vraiment plaisir. Oui. J'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci. Bye. Bye.